01net TV toujours au FIC, vous le savez, pour ce deuxième jour, on parle de cybersécurité et de cybercriminalité. Ici, nous sommes à Lille, sur le studio 01net TV, 01net TV qui est la chaîne officielle de ce FIC, donc 2017. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième journée. Tout à l'heure, on va parler de réseaux électriques numérisés. On va évoquer aussi les réseaux télécoms qui peuvent être sécurisés aussi pour certaines entreprises dont les données sont sensibles. Mais dans l'immédiat, avec nos invités, Delphine, on va parler en fait de biologie médicale et de cybersécurité parce que, évidemment, aujourd'hui, lorsqu'on fait une prise de sang ou une analyse d'urine, toutes ces données sont numérisées, sont disponibles sur le web. Et forcément, elles peuvent être piratées. Elles sont très sensibles, très personnelles. Alors, on a avec nous Bruno Gauthier, donc, qui représente un syndicat de laboratoires en biologie médicale. Aujourd'hui, quelle est la particularité? Quelles sont, vos angoisses, je dirais, au quotidien sur la protection des données personnelles? Qu'est-ce qu'il y a de sensible et de particulier à votre métier? Oui, bonjour. Bonjour. Au jour d'aujourd'hui, on a des structures qui vont manipuler, bon, bien sûr, de la donnée médicale. Ça, c'est notre cœur de métier. Mais on va également manipuler des données bancaires, des données de sécurité sociale, qui peuvent être potentiellement utilisées à mauvais escient. C'est-à-dire que vous avez la carte vitale de tous vos patients. On a la carte vitale de toutes, et donc qui peuvent servir à des usurpations d'identité, à des fraudes, à la sécurité sociale. Bien sûr, les informations de la mutuelle au cas où aussi, j'imagine. Exactement. L'autre particularité au niveau des laboratoires de biologie médicale, c'est qu'on manipule un volume de données qui peut être très très conséquent. C'est-à-dire que sur une structure comme la mienne, on gère à peu près 250 000 nouveaux patients par an. Donc ce qui fait potentiellement des centaines de milliers de données exploitables. Et en plus, ce sont l'ensemble des salariés de l'entreprise qui manipulent toutes ces données. Donc tout le monde, bien sûr, au niveau des salariés, a un accès à toutes ces données et donc potentiellement peut diffuser ces données. Ça, c'est aussi une particularité parce que toutes les activités n'ont pas un même point d'entrée pour les données personnelles. Oui, c'est vrai que nous, les données ça représente combien de salariés à peu près? Alors, notre fédération regroupe un peu plus de 7000 personnes. D'accord. Tout compris. Et une centaine de structures. Et on a vu beaucoup de cas en plus récemment, on en a parlé dans les médias et sur 01net.com, d'attaques et de diffusion de ces données de biologie médicale qui se sont retrouvées en libre accès sur Internet. Alors ça, c'est vrai que c'est Vous avez été vraiment la cible de nombreuses attaques récemment. C'est tout récent, là, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on commence à s'intéresser très sérieusement à nos données. Et donc notamment, il y a eu plusieurs attaques de ransomware dans différents laboratoires avec une menace soit de cryptage des données, soit de diffusion des données sur la voie publique. D'accord, donc ce ne sont pas des clients qui sont la cible, ce sont les laboratoires. C'est les laboratoires. Avec la crainte après que toutes ces informations soient disponibles pour tout le monde. Et ça, c'est problématique. Qu'est-ce que vous risquez justement si toutes ces informations médicales, privées, se retrouvent comme ça Est-ce que ça a tellement de valeur aussi, des résultats de... Déjà, on est soumis au secret médical. Donc, et donc, on est responsable à partir du moment où une donnée est diffusée sur public. Oui. Donc ce secret médical, il a... C'est-à-dire que moi je fais une prise de sang chez vous, d'une manière ou d'une autre, mes informations médicales se retrouvent en liberté sur le web, je peux vous attaquer. Tout à fait. Parce que vous avez... Parce que... C'est quoi? C'est le serment d'Hippocrate, c'est ça que vous avez rompu? Oui. C'est le serment de Galien pour les pharmaciens et le serment d'Hippocrate pour les médecins, parce qu'on a une profession qui a la particularité d'être médecin pharmacien. Et, oui. Et donc on est soumis de toute façon, quel que soit l'ordre, au secret médical. Donc ce secret médical, il impose des obligations ordinales, mais également légales. On peut être soumis à des sanctions médico-légales en cas de diffusion de données. Oui, Autre qu'ordinal. Donc ça peut aller loin. Donc ça peut aller très très loin. Ça vous a coûté de l'argent en 2016 ?
Non, au jour d'aujourd'hui, il n'y a encore aucun laboratoire, à ma connaissance. Mais en France ou dans le monde? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cas dans le monde? Ah oui, on a eu des hôpitaux notamment qui ont vu leur fonctionnement complètement bloqué par des cryptolockers, avec la redistribution des patients qui ont été faites dans plusieurs hôpitaux périphériques. Alors c'était essentiellement aux États-Unis, il me semble, Mais donc pas de rançon payée en France à votre connaissance par les à ma laboratoires. connaissance. D'accord. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, surtout en médecine. Mais Donc, oui. il faut penser à tout ça maintenant, en fait. Non, c'est important. Parce que, en plus, on a un certain nombre de nouveaux règlements qui arrivent. On a un contexte législatif qui devient de plus en plus contraint. Alors ça, ce sont les 4 lettres stars du salon Oui. Ah FIC bah alors là, franchement, on 2017. les aura prononcées. Hein. GDPR, donc c'est le nouveau règlement sur la protection des données, un Voilà, qui règlement rentrera en vigueur l'année européen. prochaine. Alors malheureusement pour nous, Et qui fait peur un petit peu à tout le monde, j'ai l'impression. ici. non, la France nous a anticipé. Très Et bien. les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale sont déjà soumis. Alors on va avoir une obligation de déclaration des événements indésirables dès le 1er octobre 2017. Ah d'accord, donc c'est demain. Oui. Juste une petite question, est-ce que les médecins aussi ont cette problématique? Alors au jour Parce d'aujourd'hui, qu'ils ont aussi toutes ces informations. oui, mais ils ont un volume de données qui est beaucoup moins important et surtout, Ouais, mais un médecin généraliste, c'est pas anodin, il peut avoir des centaines et des centaines on est de tout à fait patients. d'accord, mais l'ouverture à l'extérieur et l'accessibilité de ces Oui. données n'est pas si simple que ça. Alors que nous avons des structures qui malheureusement sont très communicantes. Donc via sont pour la sécurité sociale, pour la mutuelle, mais aussi pour le patient, pour le qui patient, va pouvoir consulter ses analyses directement via une interface web, en fait, avec un code qu'on reçoit. Puis il y a des échanges de résultats. Et il y a les entre échanges entre D'accord, donc ça, c'est un laboratoires. peu, Donc, c'est tout ça, sécurisé, mais c'est potentiellement. dans la nature, quoi. D'accord. Bon, alors très bien. Et Bon. du coup, vous avez une idée. Vous n'êtes pas resté Alors, les bras croisés. Non, en fait, j'étais déjà très sensibilisé au cyberrisque depuis plusieurs années. Et on a décidé, début 2017, de faire une campagne de sensibilisation de la profession. Et donc, on a fait une campagne de phishing. Et on s'est aperçu que... C'est-à-dire une fausse campagne de phishing une fausse campagne de pour phishing. piéger les salariés. Alors, justement, on ne s'est pas adressé aux salariés, on s'est adressé aux dirigeants directement. Et là, on a eu 80% de dirigeants qui ont cliqué sur les mails malveillants. Donc, suite à ça, Vous on ne deviez pas être content. Hein. s'est dit qu'il était urgent de faire une campagne d'information. Donc, on a commencé à C'était faire... quel type de phishing, en fait? Vous leur demandiez quoi? Alors En là- fait, on a envoyé plusieurs Alors, on mails. va vous présenter parce Oui, qu'on ne vous a pas présenté, je suis effectivement. désolé. Vous êtes Olivier Pantaléo, président de Provadis, et on va comprendre tout de suite pourquoi vous êtes là sur ce plateau. Hein. Tout à fait. Donc, bonjour. Donc, Bonjour. effectivement, le syndicat nous a contactés pour diligenter sur la profession une campagne de phishing. 3 mails ont été envoyés. Un mail où, en gros, la personne clique. Un mail où la personne clique et remplit un formulaire. Et un mail où on fait une prise de main, une prise de contrôle du poste. Et donc, l'idée et l'objectif, c'était non pas de toucher toute la profession, mais d'avoir un panel représentatif Ouais. je veux dire, de tous les adhérents du syndicat. Et donc, en fait, en envoyant je veux dire, des mails successifs, des mails basiques, hein, on offre un iPhone, on demande, dans le cadre d'un partenariat, de renseigner un formulaire. Donc, Oui, un on- truc appétant, quoi. qui voilà, donne envie quelque de chose cliquer. qui attire et qui D'accord. donne envie Et à l'utilisateur Qui de n'avait rien de à voir cliquer. avec leur métier ou leur travail. complètement. Et en fait, en usurpant l'identité je veux dire, d'une personne du syndicat et en faisant en sorte qu'à l'œil nu, la personne, quand elle ouvre le mail, elle ne puisse pas se rendre compte, on va dire, que la personne, enfin que le mail qui lui est envoyé ne vient pas de la bonne personne. Mhm. Et effectivement, on a on a corrompu en gros 80% je veux dire, des personnes, ce qui représente 80% des laboratoires, parce qu'on a D'accord. eu au moins une personne par laboratoire qui a cliqué. Et on sait tous très bien qu'en sécurité, dès lors qu'une personne clique, Ça suffit. il en suffit d'un pour que on puisse prendre la main et le contrôle sur un poste et donc se retrouver sur le réseau interne de l'entreprise. Et Olivier, donc votre travail, c'est d'accompagner monsieur pour essayer de sensibiliser tous les salariés qui travaillent dans ces laboratoires
au danger justement de cyberattaques et de piratage. Exactement. Genre, en fait, on part du constat, nous, c'est ce qu'on voit au quotidien, genre, mettre en place des briques de sécurité, des moyens de protection. Oui, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et l'humain reste le facteur le plus critique. C'est la faille en fait. Et c'est un peu la faille. En fait, le bug, il est entre le PC et le siège, en fait, en gros. Et donc, les personnes fondamentalement sont confiantes et ont tendance un petit peu à cliquer très vite. Et dès lors qu'en plus il y a un appât, que ce soit un appât de gain, les gens en fait cliquent. Et dès lors qu'ils ont cliqué, on est sur le réseau de l'entreprise. Et donc fort de ce constat, en gros on est arrivé à convaincre les membres du conseil d'administration, donc du syndicat, en disant voilà le panorama, mais voilà ce qui se passe chez vous aussi dans la vraie vie. Et donc il faut faire quelque chose. Et donc on a mis en place pour démarrer donc, tout un dispositif qui s'articule sur une plateforme de e-learning, donc, qui permet à tout utilisateur qui manipule un ordinateur, une tablette, une ressource informatique, d'être sensibilisé à différents types d'attaques. Et ils font ça au travail ou c'est une salle de formation? Non. Ils, En fait, ils sont coachés pendant une semaine? Non, l'idée c'est que ça soit très rapide, très ludique et surtout que ça soit suivi d'un contrôle des acquis et de s'assurer que la personne, ok, elle a passé 10 minutes à faire le module, donc c'est 10 minutes, donc elle le fait depuis son poste de travail. 10 minutes, ça ne va pas l'occuper beaucoup sur sa journée de travail. Elle va sur le site, on la met en situation, donc on lui explique le sujet, en gros comment ça se matérialise, qu'est-ce qu'on doit faire quand ce type d'attaque se produit. Et enfin, on finit par 5-6 questions avec une mise en situation. Et du coup, une fois que la personne a terminé, elle est sensibilisée. Ça dure 10 minutes. Une fois qu'elle est sensibilisée, c'est une plateforme de e-learning. Nous, on est capable en fait, de récupérer cette information et de manière aléatoire sur les personnes qui ont suivi les différents modules, de faire nous-mêmes ensuite des campagnes de phishing en augmentant le niveau de maturité. Et donc, potentiellement, de reprendre, enfin, de remettre, enfin, de faire en sorte que la personne, on va dire, se refasse piéger. Puis surtout, et on voit si vous ça les fonctionne. notez? Oui, c'est ça. Mais Est-ce qu'il y a complètement. une évaluation? Complètement. Et donc, si elle se fait piéger, déjà, c'est un peu comme les enfants. En gros, elle est prise la main dans le sac. La personne est prise la main dans le sac. Donc, elle se dit, c'est bon, c'est une plateforme informatique. Ils vont savoir que j'ai cliqué. Ils vont savoir que j'ai suivi la formation. Donc, du coup, en fait, on inverse un peu l'état d'esprit de la personne. On la met plutôt dans un mode parano. Donc, et ça, à la limite, j'ai envie de dire aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'évoquait Bruno, par rapport aux différentes contraintes, vaut mieux vaut mieux avoir quelqu'un de parano dans ses équipes que quelqu'un de trop laxiste et qui clique à C'est vrai qu'on a à souvent tour un de petit bras. peu honte quand on clique sur bien sûr. une campagne de phishing. On se dit, complètement. je suis D'autant qu'il y a vraiment des bête, je me campagnes de suis fait phishing avoir. qui sont super bien faites. Mais C'est-à-dire complètement. que Il y a plus tout de le faute monde peut se faire avoir. Voilà, il n'y a pas que des campagnes de phishing où il y a des fautes d'orthographe. Exactement, il n'y a voilà. plus de faute d'orthographe. Là, nous, quand on a fait la campagne, on s'est fait passer pour une personne du syndicat. Le nom de domaine, on y a rajouté juste une lettre. Donc la personne, elle a une Oui, elle bien ne sûr, voit pas bien sûr. forcément. La signature, quelque chose qui, on va dire, qui parle à l'utilisateur. L'utilisateur clique. Et donc, on a mis en place cette plateforme donc à destination de l'ensemble des collaborateurs de la profession, enfin du syndicat. On a mis aussi à disposition une plateforme d'incident response, de gestion de crise. Parce que malgré tout, on peut être victime d'un ransomware, d'un malware. Et donc, les adhérents du syndicat peuvent être désemparés et ne pas savoir quoi faire quand ça se produit. Donc là, ils nous appellent. Donc, au sein de Provadis, on a un Security Operations Center. Et donc, on a tous les outils pour Donc il y faire a une hotline en cas d'incident. Exactement, pour faire tout le diagnostic, pour faire en gros toute la qualification et voir si on diligente ou pas une intervention sur site ou si on règle le sujet à distance. Et donc, c'est dans ce dispositif que vient effectivement l'assurance et pour que, en cas de gestion de crise, il y ait un transfert du risque et une prise en charge par l'assureur des coûts de remédiation. Mais là, je vais passer la parole à Astrid qui va nous en dire un peu plus. C'est vrai qu'on a 3 personnes sur C'est le vrai. plateau parce que c'est un triptyque, c'est un peu une démarche originale aujourd'hui. Donc on Et a donc- le laboratoire, la plateforme d'e-learning qui forme les salariés et l'assureur. Donc Bonjour. Astrid Marie Pierson, vous représentez Iscox. Tout à fait. Iscox et puis Neotech, qui est notre courtier en assurance et qui est évidemment une part à part entière de ce partenariat-là. Et nous, on intervient. Pourquoi On intervient parce qu'en fait, comme Olivier l'a dit, on protège une entreprise, on sensibilise les salariés, on fait en sorte que les choses se passent le mieux possible et que le risque soit le mieux maîtrisé possible.
Mais il n'y a pas de risque zéro. C'est absolument impossible, ça n'existe pas. Si quelqu'un veut rentrer dans un système d'information, il va rentrer. Et l'idée, c'est de dire, ce risque résiduel-là, même pour une entreprise qui est ultra proactive sur le sujet, il faut trouver un moyen de le gérer. Parce que potentiellement, c'est des grosses sommes. Ça peut être un ransomware, mais ça peut être aussi tout simplement, je prends les données et puis je réclame une rançon pour ne pas les divulguer. C'est même pas forcément par un logiciel de cryptage. Il peut y avoir mille manières d'aller chercher ces données-là. Et nous, on assure ces risques-là. On assure les conséquences pour l'entreprise de ça. Que ce soit de la perte de revenus quand ils peuvent plus utiliser leur système. N'importe qui aujourd'hui qui est privé de l'accès à son système d'information ne peut pas travailler, tout simplement. Donc ça veut dire pas de chiffre d'affaires qui rentre. Les données qui sont compromises, soit c'est les données de l'entreprise, soit c'est des données de tiers. Et là, en l'occurrence, c'est surtout des données de tiers, de patients. Ces patients-là, ils peuvent ne pas être contents de voir leurs données divulguées. Oui, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure de ma prise de sang. Toutes ces données se retrouvent Public, partout sur le web. Internet. Ouais. Je vais attaquer monsieur, mais c'est vous qui allez me dédommager. Voilà. Et nous, on va regarder votre réclamation avec Armoris et puis avec un avocat évidemment. Mais oui, l'idée c'est bien de couvrir ça et puis c'est de couvrir évidemment aussi le cas des demandes de rançon. On parle de sommes importantes ou pas? Parce qu'il y a eu jurisprudence déjà dans ce domaine ou pas? Alors, on peut parler de sommes assez importantes. Ouais, les ransomware en France, c'est une jolie source de revenus quand même pour les pirates. Et du coup, ça coûte cher d'assurer ces risques? Alors, la prime, elle est fonction de la taille de l'entreprise, elle est fonction du niveau d'activité. Ce qui est intéressant dans le domaine des données médicales de manière générale, c'est qu'en fait, ça fait partie des données qui, même une fois qu'elles sont piratées, ne sont pas réinitialisables. Ce n'est pas parce qu'on vous pique votre numéro de sécurité sociale que vous allez en changer. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui a mis la main sur cette information-là, il va pouvoir l'utiliser ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. Et donc, c'est évidemment extrêmement important pour les entreprises qui manipulent ces données et puis pour les propriétaires des données en question, qu'on les accompagne le mieux possible, parce que c'est des vraies expositions importantes pour eux. Voilà. Donc ça peut finir par coûter très cher. Et le fait qu'il y ait une plateforme d'e-learning, qu'il y ait une formation qui a été mise en place, du coup, vous, ça vous rassure? En quoi ça intervient dans votre métier d'assureur? Alors, ça nous rassure beaucoup parce que, si on est tout à fait honnête, le principal facteur de risque, cyber... Mais c'est une condition sine qua non pour assurer ces risques? Non, ce n'est pas une condition sine qua non, mais ça nous permet d'avoir une approche qui soit évidemment plus intéressante tarifairement. Pourquoi? Parce que le risque principal, il est chez les gens. Il n'est pas dans les systèmes, dans la qualité, pas uniquement dans la qualité des mesures de protection. Il est dans les comportements des gens. Quelqu'un qui verrouille pas son poste de travail quand il quitte son bureau, quelqu'un qui met son téléphone sur n'importe quel Wi-Fi sans être prudent, quelqu'un qui s'envoie des mails pro sur son téléphone perso parce que c'est plus facile d'ouvrir une pièce jointe. Tout ça, c'est finalement des facteurs de risque beaucoup plus importants qu'un antivirus qui marche mal. Donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir en amont des structures qui se sensibilisent et Provadis qui met à disposition cette plateforme d'e-learning. C'est vraiment clé dans le management de risque pour eux. Le niveau atteint par la formation a une influence sur votre niveau d'assurance, sur le risque? Le principe du partenariat, c'est justement qu'on a conçu l'approche de Provadis, l'approche d'Iscox, l'approche de Neotech sur l'ensemble de ces caractéristiques. C'est-à-dire qu'on a pris en compte le fait que c'était une plateforme de sensibilisation en amont et de gestion de crise en aval pour déterminer ensemble l'approche tarifaire qu'on allait avoir. Oui, donc Provadis a intérêt de mettre des bonnes notes aux salariés. Oui, c'est clair. Un point dont on n'a pas parlé mais qui est aussi important, peut-être que Bruno voulait Après on donnera la parole à Bruno. Ouais, l'évoquer, c'est que on a la plateforme de e-learning, on a l'incidence response, on a le contrat d'assurance, mais pour souscrire au contrat d'assurance, il y a un audit de maturité. Donc il n'y a pas un questionnaire. Donc c'est le fait d'avoir la plateforme d'incidence response et la plateforme d'e-learning n'est pas suffisant pour avoir le contrat d'assurance. Donc du coup, nous, on mène un audit flash basé sur l'audit de maturité et d'hygiène de l'ANSSI qu'on a adapté. Et derrière, on donne un scoring. Et en fonction de la note, on est assurable ou pas et on peut bénéficier de taux de remise supplémentaires par rapport à ce qui a été négocié donc, au niveau du partenariat. On parle d'argent, Bruno, ça coûte cher tout ça? Ça peut coûter très cher. Et c'est justement pour ça qu'on a, travaillé sur la mutualisation et deux, conditionner en fait cette offre assurantielle à l'ensemble du package.
Parce que c'était important pour nous. L'objectif premier, il ne faut pas oublier, c'était quand même de monter le niveau d'information et le niveau de sécurité des laboratoires. Le transfert de risque est arrivé dans un second temps. Mais l'objectif premier était vraiment ça. Donc de toute façon, on a conditionné l'assurance au package complet. Donc l'e-learning, la plateforme de gestion de crise et l'audit. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. beaucoup. Merci. En tout cas, c'est très intéressant. Et quand on ira au labo, Delphine, enfin, on y va le moins possible, mais quand on y va, on pensera à tout ça. Exactement. On passera le mot aux autres laboratoires. Exactement. Merci à Olivier Pantaléo, Bruno Gauthier et Astrid Marie Pierson. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous. On a encore pas mal de cas comme ça à découvrir sur ZeroNet TV, ici au FIC. À tout de suite. Eh bien, merci.